Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge, l'émission résolument positive qui vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font bouger la France, qui croient en l'avenir, qui regardent le verre à moitié plein. Alors venez, on vous emmène avec nous aux côtés d'Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1 et aujourd'hui nous partons sur l'une des plus belles avenues du monde. À quelques semaines de Noël, nous allons sur les Champs-Élysées. Et notre accompagnateur du jour, c'est le président du comité des Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamay. Nous verrons avec lui à quoi ressemblent bien évidemment les illuminations de Noël qui viennent d'être inaugurées, à quoi surtout pourraient ressembler les Champs-Élysées demain, ou encore quel est l'impact aujourd'hui de l'absence des touristes qui sont ceux qui dépensent pourtant le plus à Paris. Et c'est bientôt le 1er décembre, vous avez peut-être déjà prévu le calendrier de l'Avent rempli de chocolat pour patienter jusqu'au 24. On va vous en faire découvrir un autre type, les calendriers de l'Avent, avec chaque jour un vin à déguster. C'est le concept lancé par les Domaines du Goût. Est-ce que vous savez que c'est une entreprise du Luberon qui illumine les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, mais aussi New York, Zurich ou encore Dubaï? Ça s'appelle Blacher Illumination. Ça a été une petite passion pour l'équipe de La France Bouge et ce sera notre saga du jour. Nous accueillerons ensuite notre trophée Europe 1 La France Bouge. Nous recevons aujourd'hui la fondatrice de l'Idéaliste, une épicerie en ligne qui propose des produits français, artisanaux et sains. Des super cadeaux pour Noël. Saura-t-elle vous convaincre? Réponse vers 13h45. Enfin, si on changeait de vie, nous serons avec un ancien manager de chez McDonald's qui aujourd'hui a décidé de fabriquer des savons. Et une fois de plus, vous allez voir, c'est inspirant. Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram ou europe1.fr. Europe 1. Avec tout ça, vous n'avez plus de raison de ne pas suivre La France Bouge comme chaque jour. On est très heureux de vous retrouver. Et oui, on va plonger dans l'esprit de Noël aujourd'hui. Avec 400 arbres illuminés sur les Champs-Élysées pour gérer tout ça, le président du comité Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamay, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité du jour. On parle, nous, de la plus belle avenue du monde. Nous sommes peut-être un peu chauvins. En tout cas, ce sont quand même 2 kilomètres qui séparent des monuments majestueux, l'Arc de Triomphe d'un côté, l'obélisque de la place de la Concorde de l'autre, et toute une vie entre les deux qui reprend des couleurs pour ces fêtes de fin d'année. Des couleurs déjà avec les illuminations. Donc, allez, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, à quoi ressemblent les Champs-Élysées en ce moment, Marc-Antoine Jamay? Champs-Élysées, c'est une féerie. Les Champs-Élysées, c'est un univers scintillant. Les Champs-Élysées, c'est votre sapin de Noël, celui qui est chez vous, mais simplement, il est à la taille de la capitale, il est à la taille du pays, il est à la taille du monde. C'est-à-dire, c'est un émerveillement, c'est une promenade de bonheur, de joie. C'est les vitrines de Noël, sauf qu'elle est en plein air, sauf que ce sont des arbres, et sauf que on voit quand même un sourire et un bonheur différent sur le visage de tous les gens. Est-ce que ça fait encore rêver les Champs-Élysées? Il y avait beaucoup de monde pour l'inauguration, alors sûrement un peu pour votre marraine de l'année, Clara Luciani, mais aussi Elle a dû amener quelques fans, je suis voilà, assez d'accord avec j'imagine. vous. Mais au-delà de ça, il y a une passion encore Champs-Élysées. Ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui? Les Champs-Élysées, c'est à la fois le patrimoine, mais c'est aussi l'ADN. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif. Pas l'imaginaire collectif des Parisiens simplement, pas simplement des Français, mais du monde. Tout le monde a vu Gene Seberg et Alain Belmondo, et Jean-Paul Belmondo, pardon, Alain Belmondo, son frère. Ils ont peut-être vu Alain Delon Exactement. quelque part dans Voilà, un film. mais voilà, il y a Sacha Guitry remonté les Champs-Élysées, mais en même temps, à chaque fois qu'on évoque Paris dans un film avec Kevin Costner ou avec n'importe quel acteur américain, on voit les Champs-Élysées. Oui, ça parle, oui, c'est un décor, oui, c'est extraordinaire. Le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, il est censé avoir habité sur les Champs-Élysées. Et puis, on voit aussi que c'est une avenue qui commence par un obélisque égyptien, qui finit par un arc de triomphe napoléonien. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Alors, les Champs-Élysées ont quand même beaucoup souffert ces dernières années. Il y a eu les attentats, le Covid, les gilets jaunes, quand même une succession. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez le sentiment que ça commence à revivre, que la vie reprend un peu normalement sur les Champs-Élysées? Je pense qu'il y a deux phénomènes. Dans les périodes de crise, un endroit aussi urbain, aussi parisien, aussi historique, redevient un repère et un repère pour le futur, un repère pour l'avenir. C'est quelque chose qu'on a besoin de se rassurer et il faut trouver des certitudes. Les Champs-Élysées resteront toujours les Champs-Élysées, y compris dans 3 siècles, y compris dans 4 siècles. Donc première chose, premier retour, un retour d'affection basé sur la solidité. Puis un deuxième, de même qu'il y a eu le revenge shopping, le revenge gift, le revenge travel, il y a très franchement des gens qui se disent on est resté enfermés, on en a eu assez.
on va se promener sur les Champs-Élysées. Là, vous avez quand même perdu énormément en chiffre d'affaires ces derniers temps. On a perdu en chiffre d'affaires et en fréquentation, et on a touché évidemment Une perte de 52%, je crois, par rapport à 2019, Et c'est on ça parle aujourd'hui de 31%, on voit que les choses sont en train de revenir. Il y avait 150 000 personnes sur les Champs-Élysées chaque jour, certains disent 300 000. Ça, c'est une vision comme quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes le jour de la Coupe du Monde. Mais 150 000, puis il y en a eu 0, puis il y en a eu 15 000. On voit qu'à 70 000, 80 000, on reprend des clientèles étrangères qui reviennent. Il nous manque des Chinois, il manque des Japonais, il manque des Indiens, mais les gens reviennent sur les Champs-Élysées. Mais typiquement, vous voyez véritablement les Américains de retour, vous voyez ce genre de public qui sont de retour, et peut-être aussi des touristes français qui avaient oublié ou qui avaient perdu l'habitude de venir à Paris en vacances. Exactement, on voit quatre familles de touristes. Les provinciaux comme les Parisiens qui vont redécouvrir le bonheur d'être à Lyon, à Marseille, à Lille, à Strasbourg et à Montpellier. Les Montpelliérains, les Strasbourgeois, les Lyonnais retrouvent le plaisir de remonter à la capitale et d'y passer un week-end. Les Européens sont de retour. Les week-ends que passent les Belges, les Néerlandais, les Allemands, on les constate. Il y a également les pays qui ne se sont pas confinés ou qui se sont déconfinés, je pense notamment au Moyen-Orient, et puis arrive. Et là, le bonheur, nous tombons à genoux, nous implorons le ciel, nous remercions Rien que ça. sa grandeur. Il faut quand même, ça nous fait vivre. On voit que reviennent en effet des clientèles classiques, et notamment la clientèle des Américains qui revient. Manque évidemment le monde asiatique, tous ceux qui se sont confinés strictement, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine et Japon. Marc-Antoine Jamay, je rappelle que vous êtes le patron du comité des Champs-Élysées. Vous disiez dans 3 à 4 siècles, les Champs-Élysées seront toujours les Champs-Élysées. Vous êtes vraiment sûr de ça ? C'est exactement comme le guépard, c'est-à-dire il faut que tout change pour que rien ne change, pour qu'ils gardent leur aspect, il faut qu'ils soient plus technologique, il faut qu'il soit plus écologique, il faut qu'il soit plus numérique, il faut qu'il soit plus économique, les 4 à la fois. Donc cette transition, qui est la transition du monde, la transition vers la frugalité énergétique, la transition vers une autre manière de communiquer, on va la vivre. Mais si cette cathédrale à ciel ouvert ne se transforme pas, ne se modernise pas, tout ce qui fait son caractère classique, ces invariances qui ont connu nos pères, nos grands-parents, et plus encore, si on veut revoir le général de Gaulle descendre les Champs-Élysées, le bicentenaire de la Révolution s'y produire, il faut que les Jeux Olympiques, en 2024, ils soient exceptionnels sur les champs. On sait que des grands quartiers de chalandise peuvent mourir. Si on prend l'exemple des grands boulevards qui ont été à Paris à un moment le fer de lance du commerce, qui ont vu naître beaucoup d'enseignes, ça a quasiment disparu, même dans l'imaginaire des Parisiens. Donc il y a un véritable défi quand même pour les Champs-Élysées. Si on était très précis et très historique, le boulevard du crime, le boulevard des théâtres, les grands boulevards, le boulevard des Italiens, c'est le Second Empire et c'est Haussmann. Et d'une certaine façon, c'est une existence qui est assez resserrée. Les Champs-Élysées, l'axe royal, à partir du moment où les rois de France ont décidé que le Louvre serait le Louvre et qu'on regarderait vers la campagne et l'ouest parisien et qu'on irait vers la Seine, eh bien cette grande piste, puis cette grande allée, puis cette grande avenue, elle est d'une certaine façon éternelle. Elle est éternelle et universelle, contingente et fragile, vous avez raison, mais éternelle, à nous, à la capitale, aux Parisiens, mais universelle, elle est au monde. On le disait, vous commencez un petit peu à voir le bout du tunnel, et là, on prend de plein fouet cette 5e vague. Comment vous voyez les fêtes de fin d'année ? Est-ce que vous craignez d'être à nouveau frappé par le Covid ? Bien évidemment, et tout dépendra des mesures qui sont prises. Je l'ai dit, au cœur, non pas du confinement, mais juste après le confinement, il y avait 15 000 personnes en tout et pour tout qui venaient. On avait perdu 70%. Vous avez parlé de 51%. Je connais des magasins qui avaient perdu entre 70% et 80% de leur clientèle. Je connaissais des grands magasins, un bijoutier célèbre, qui faisait 4 fadettes chaque jour, c'est-à-dire que 4 opérations sur une carte bleue. On a touché véritablement le fond du fond. Et donc c'est une crainte. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de bonnes décisions, le pass sanitaire, la capacité quand même, comme nous le sommes aujourd'hui, à être masqués quand nous sommes ensemble, les gestes barrières permettent, et puis les gens n'en veulent plus, il faut le reconnaître, il y a ce besoin. Clara Luciani, vous le disiez, on a choisi l'hymne du déconfinement, respire encore, il faut arrêter de trembler, il faut recommencer à vivre. C'est ça ce qu'elle dit. Eh bien, je crois que chacun le prend. Donc avec, évidemment, sagesse, avec protection, avec prudence, il faut que les Champs-Élysées restent ouverts, que cela reste dans une espèce de responsabilité collective, un endroit où on peut se rencontrer en faisant attention, mais se rencontrer quand même. Nous sommes avec Marc-Antoine Jamay, le président du comité des Champs-Élysées. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h. Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
En cette pleine journée du Black Friday, on est heureux de monter, de descendre les Champs-Élysées parce qu'on le voit depuis le début de cette émission avec Marc-Antoine Jamay, le président du comité des Champs-Élysées. Ça va là aussi quand même un petit peu mieux et surtout on sent cette envie collective de recommencer à en profiter. On parle de tout cela jusqu'à 14h. Et nous sommes avec Sébastien Bricou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Domaines du Goût, vous êtes une sorte de caviste un peu particulier puisque certes vous vendez du vin, mais vous êtes surtout spécialisé dans ce concept du calendrier de l'Avent. Alors expliquez-nous à quoi il ressemble ce calendrier. Effectivement, c'est un calendrier de l'Avent avec 24 vins à l'intérieur, donc sous forme de vinotes. C'est des échantillons avec une technologie qui est brevetée, qui permet de garantir la qualité du vin. Et en fait, j'ai imaginé ce produit il y a quasiment au début du lancement de ma start-up, il y a 3 ans et demi, en me disant, voilà, quoi de mieux que pour attendre Noël, de pouvoir goûter chaque matin ou chaque soir ou chaque après-midi. Chaque matin Il n'y a pas d'heure. Un vin différent. Et en fait, avec ce calendrier de l'Avent, ça permet de faire un merveilleux tour de France avec les plus belles appellations de nos régions viticoles françaises. Et puis également, la particularité, c'est que c'est une dégustation à l'aveugle. C'est-à-dire que sur la vinote, il y a juste un numéro. Donc, en fait, on ne va pas savoir ce que l'on boit. Ah, c'est tout petit, voilà, oui. On voit la ça fait 2 bouteille, centilitres. Ouais. C'est la taille d'une dégustation. C'est ce qu'on va vous servir sur un salon, par exemple, pour goûter un vin. Et cette dégustation à l'aveugle, en fait, rend le produit très ludique. Et donc, ensuite, il y a un système de cartes à gratter, comme à la Française des Jeux, si je peux me permettre. Et on gratte chaque jour pour découvrir l'appellation, le domaine et également le millésime. Et donc, on n'a que des vins français et de vins de toute la France. Et je crois que se rajoute à tout ça aussi des petites recettes avec les vins et ce genre de choses qu'on peut découvrir là aussi chaque soir, cette fois sur une application, c'est ça l'idée ? Alors ça va même au-delà. Donc effectivement, en fait sur le calendrier, il y a un QR code qui renvoie directement sur notre site pour avoir des fiches détaillées de chacun des vins et puis avoir également des conseils de dégustation, des accords mets-vins, parce que c'est toujours des informations qui sont très prisées par nos clients. Et la grosse nouveauté cette année, alors au-delà qu'on ait une sélection qui soit bio et HVE, donc haute valeur environnementale, ce qui d'ailleurs nous a permis de rentrer sur la marketplace de Nature et Découverte. Donc on est chez Nature et Découverte depuis 2 mois et ça marche. Vous faites du vin nature aussi ? Enfin, vous Alors, c'est pas du vin nature, c'est du vin bio ou HVE, mais voilà, c'est avec une forte démarche environnementale de la part des vignerons. Et puis la nouveauté également, comme vous le disiez Emmanuel, c'est que cette année, tous les soirs à 19h, on aura un live sur Instagram et Facebook avec le vigneron du jour pour ouvrir avec lui la case du jour et que notre communauté puisse, avec lui poser toutes les questions qu'il souhaite. Comment vous les avez choisis, ces 24 vins ? Parce que c'est ça aussi la force de votre modèle, c'est des vins qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Vous en avez goûté 120, je crois, pardon. Exactement, alors c'est une partie du métier qui est très compliquée, mais je le dis avec beaucoup de sérieux. Compliqué. Oui, c'est vrai. En fait, voilà, dans l'équipe, aujourd'hui, on est 7, plus on a des sommeliers ou des experts en œnologie qui nous accompagnent, notamment un depuis le début. Au début, c'est nous qui faisions la démarche d'aller chercher les vignerons. Maintenant, c'est marrant, ça s'inverse un petit peu. Donc, on a de plus en plus d'appels entrants de vignerons qui souhaitent être dans notre calendrier. Et donc, voilà, c'est un travail qu'on fait le calendrier. On commence à le travailler dès le 2 janvier. Donc, c'est vraiment très long en termes de préparation. Et là, début juin, on a goûté effectivement 120 vins différents qu'on a sourcés auprès de 120 vignerons. On a goûté ces vins-là sur 3 jours avec notre comité de dégustation pour en sélectionner au final que 24 en ayant un beau tour de France, en ayant les 3 couleurs, blanc, rouge et rosé. Exactement, j'allais dire toutes les couleurs. Hein. Vous n'avez pas pensé à faire un calendrier de rouge, un calendrier de blanc, s'il y en a qui n'aiment pas, je sais pas, le rosé On y a pensé. Après, voilà, ça rajoute de la complexité. Peut-être qu'on commence à faire des très très gros volumes. C'est vrai que tous les ans, nos volumes doublent quasiment. Donc, c'est un marché qui marche très très bien. Peut-être qu'à terme, on pourra avoir des couleurs attitrées. Mais voilà, également, la nouveauté, c'est très souvent, on a des clients qui nous disent « Moi, j'aime pas le blanc, ça me donne mal à la tête. » ou « Moi, j'aime pas le rosé. » Et en fait, avec nos sélections, après, ils nous disent « Ah, finalement, le petit rosé, il était pas mal. » Surtout que là, on est plus dans l'idée comme si on goûtait un vin quand on va faire des dégustations de vin. L'idée n'est pas obligatoirement de tout boire. Donc, même si on aime moyennement le rosé ou le blanc, ça peut jouer. Mais vous avez lancé en revanche une diversification sur les spiritueux ? Exactement. Donc, en fait, on a également lancé, pareil, sur un modèle 100% français, un calendrier avec 24 spiritueux. Alors, que des spiritueux français. Et là, pareil, on travaille avec des petites distilleries. Et donc, on a du whisky de Bretagne, de la liqueur de myrte de Corse. Nous, on est à Dijon, donc de la crème de cassis de Dijon. Mais il y a également de l'absinthe, du génépi ou du rhum des îles. Est-ce qu'on peut acheter, après, si jamais on a aimé typiquement un de ces vins, j'imagine en tout cas qu'on peut après acheter soit les spiritueux, soit les vins qu'on a pu déguster ? Tout à fait. En fait, avec ce fameux QR code qui est sur notre calendrier, à chaque fois, on peut les flasher, se retrouver sur la fiche du vin ou du spiritueux. Et ensuite de racheter le vin ou le spiritueux qu'on a aimé. J'aimerais revenir sur votre histoire de vin blanc, parce que vous dites que les gens disent ça me fait mal à la tête, et souvent on sait que c'est parce qu'il y a des sulfites, et là il y a de plus en plus de vins blancs qui sont sans sulfite ou à sulfite modéré.
C'est le cas de votre sélection, Exactement. par En fait, exemple voilà, c'est le cas de la sélection. On fait vraiment attention à ça, et surtout depuis qu'on a fait ce passage ce passage en bio et en HVE. Et rappelons-nous que blanc sur rouge, rien ne bouge. Exactement. Marc-Antoine Jamel, je rappelle moi que vous êtes le président du comité des Champs-Élysées. Vous êtes par ailleurs un des grands dirigeants d'LVMH. Donc quand vous avez entendu parler de spiritueux, je pense que c'est quelque chose qui vous a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de concept ? Je trouve ça assez extraordinaire. D'abord, parce qu'il y a une difficulté linguistique assez forte. C'est très courageux d'avoir choisi 120-20. Vous auriez choisi 110-20 ou 130-20. Tout ça aurait été plus facile à prononcer. 120-20, vraiment, vous avez toute mon admiration. Parce que vous l'avez dit au moins 3 fois, sans jamais que votre langue ne fourche. En plus. Non, véritablement, on voit qu'il y a un travail de prononciation important qui a été fait auparavant. C'est une entreprise sérieuse. Plus sérieusement, nous venons d'avoir en quelques minutes, et merveilleusement dit, à la fois le terroir, à la fois la tradition, à la fois les paysages, à la fois les vignes et la culture, et en même temps la modernité, c'est-à-dire la viticulture raisonnée, le bio, une capacité à consommer autrement, à ce que ce soit plus ludique. Et je trouve évidemment que c'est le pari tout entier économique de notre pays, c'est-à-dire d'être à la fois solidement sur ses atouts, et véritablement la viticulture française, sans être désagréable avec des amis transalpins ou d'autres qui sont de l'autre côté des Pyrénées, voire les vins du Nouveau Monde, c'est le cœur absolu, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, une dégustation, une intelligence également. Mais il y a un avenir, mais il y a une transformation. Et ça, je trouve ça très fort. Sébastien Bricou, ça vient aussi confirmer une tendance qu'on voit depuis quelques années, les calendriers de l'Avent. Carole disait avec du chocolat, ce n'est pas que pour les enfants, et c'est de moins en moins pour les enfants presque. Aujourd'hui, ça devient vraiment une tendance pour les adultes. Ouais, c'est un marché qui est en véritable explosion depuis 4-5 ans. Alors, il y a vraiment une grosse diversification il y a une dizaine d'années. Nous, on s'est lancé, enfin moi je l'ai lancé il y a 4 ans, on n'était encore pas très nombreux. Alors dans le vin, je suis quasiment le seul, mais c'est vrai qu'il y en a dans les cosmétiques, dans la bière, dans le thé, dans plein d'autres industries. Les bijoux, les bijoux maquillages. également, le maquillage. Le besoin de repères, le besoin de décompte, le besoin de savoir où on est dans le calendrier. Il y a un peu de ça, et puis c'est également nous la manière dont on souhaite parler du vin de manière totalement décomplexée, ludique, et voilà. Le but du jeu avec ce système-là, c'est de faire en sorte que voilà, on goûte des vins, on aime ou on n'aime pas, mais toujours avec modération. Une chose très importante, Sébastien Bricou, ça coûte combien et on peut le trouver où ? Alors ça coûte 69 €, donc directement. Ce qui est un coût quand même, voilà, pour un calendrier de l'Avent. Exactement, donc sur notre site. Et puis voilà, on est à quelques jours là du 1er décembre, et nos lutins. On peut encore les commander. Exactement, voilà, avec notre équipe de lutins, on va travailler là tout le week-end. On a notamment des commandes d'entreprises qui nous commandent des gros volumes pour leurs salariés ou collaborateurs. Ça marche mieux que l'année dernière, par exemple ? Oui, ça marche beaucoup mieux que l'année dernière, notamment grâce à Nature et Découverte, mais également sur notre site, ça sort extrêmement bien. Merci Sébastien Bricou, vous êtes donc le fondateur des Domaines du Goût, et on peut encore vous commander donc des calendriers de l'Avent, mais il faut se dépêcher. Et Marc-Antoine Jamel, le patron du comité des Champs-Élysées, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h. Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour dans cette émission et encore aujourd'hui avec Marc-Antoine Jamel qui est le patron du comité des Champs-Élysées. Alors depuis le début de cette émission, vous nous l'avez dit, ça va un peu mieux du côté des Champs-Élysées, il y a de plus en plus de monde et puis surtout vous sentez, comme beaucoup des marques que l'on a la chance de recevoir chaque jour ici, une véritable envie de reconsommer. Regardons quand même l'avenir pour les Champs-Élysées parce que il y a beaucoup de turnover en ce moment sur la grande avenue des Champs-Élysées, le siège d'HSBC qui est peut-être l'un des plus beaux bâtiments de l'avenue. HSBC a décidé de Ancien partir. Grand Hôtel. Ancien Grand Hôtel. Il y a Marks & Spencer qui a décidé à nouveau de fermer sur les Champs-Élysées. J'ai même lu qu'il y a un taux en ce moment de magasins fermés extrêmement élevé sur les Champs-Élysées. Comment ça s'explique ? Les marques n'ont plus envie, ça coûte trop cher d'être là, c'est pas assez rentable. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Madison Avenue, il y a 25% de bail à céder. Donc, les Champs-Élysées restent néanmoins très forts. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des investissements forts qui sont en train de se faire sur les Champs-Élysées. Il y a des gens qui croient aux Champs-Élysées. Il y a 3 galeries qui sont des galeries mythiques. La galerie Champs-Élysées, celle qui était à côté de café qui s'appelait autrefois le Madrigal et le Colisée, qui s'appelle maintenant l'Unisex. Elle se refait. La grande galerie du Claridge, qu'on connaît parce qu'il y a la Fnac au milieu, à côté de Sephora. Elle se refait. La galerie Point Chaud, qui était une galerie mythique, qui a été connue pendant très très longtemps, elle se refait. Et puis on voit des gens arriver. On voit Lacoste qui s'agrandit, on voit Yves Saint Laurent qui arrive, et on voit évidemment que Louis Vuitton qui va prendre toute son ampleur dans une avenue où, je le rappelle, parce qu'on dit que ça devient l'avenue du luxe. Non, ça a été l'avenue du luxe. En 1950, il n'y avait que des maisons de luxe sur les Champs-Élysées. Ça a été ces dernières années pas mal critiqué parce que certains estiment en tout cas qu'elle est descendue en gamme parce que des marques de fast fashion, H&M, Zara, qui se sont développées sur les Champs-Élysées. Certains ont dit, mais bon sang, c'est pas ça l'atmosphère, l'esprit, comme dit Carole. Exactement. Et par ailleurs, il est bizarre qu'on reproche au monde d'être devenu banal
et échangeable. Et quand on voit revenir, ou quand on voit se maintenir Guerlain dans un immeuble industriel qui a eu la particularité d'être à la fois un immeuble où il y avait une boutique extraordinaire, où il y avait des bureaux, où on empaquetait les parfums et où on les expédiait. C'était quelque chose qui, au cœur des Champs-Élysées, était une activité presque artisanale. Ils y sont encore. Alors je vais tenter ma chance, je suis pas sûr que vous me répondiez. C'est quoi les prochaines grandes marques qui arrivent? Je crois que notamment se murmure qu'une célèbre marque de joaillerie américaine qui commence par un T Et qui finit par un Y. arriverait avec un flagship sur les Champs-Élysées. On va laisser à cette marque merveilleuse, celle qui fait rêver, celle qui permet de prendre un petit déjeuner, celle qui rappelle Audrey Hepburn, Ou Truman Capote. annoncer par elle-même un certain nombre de choses. Mais voilà, il est clair que les Champs-Élysées sont un lieu d'attractivité, de séduction, d'envie, et que quand on a un univers qui est un univers d'épanouissement, un Mais univers de typiquement, cadeaux, et là en ne on rigolant peut y pas, revenir. l'idée, vous avez une liste d'attente aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes obligé de dire non à des marques? Il n'y a pas de liste d'attente. Très franchement, on est à flux tendu, c'est vrai, mais ce flux tendu se caractérise sur un emplacement par une concurrence de plusieurs marques. Et moi, je vois des gens qui... Yves Saint-Laurent va ouvrir, je vois en effet que Louis Vuitton est en train d'investir S'agrandir, ou Dior, fortement. ou des Champs-Élysées Il y a qui vont HSBC également qui a arriver. été repris par LVMH, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Un point extrêmement important, on a beaucoup parlé de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, en Oui, l'occurrence Christo. par Christo. Il y a eu des critiques, mais ça a été un succès populaire, peut-être même au-delà des espoirs. Est-ce que les Champs-Élysées, ces dernières années, n'avaient pas un peu perdu ce côté aussi « je crée l'événement » ? Il faut, à mon avis, ne pas laisser totalement, il faut qu'ils y soient, mais pas uniquement, l'animation des Champs-Élysées aux hip-hoppers que nous adorons tous, mais qui ne peuvent pas être la totalité de la programmation des Champs-Élysées. Il faut que revienne vers les Champs-Élysées une programmation peut-être plus culturelle, peut-être plus artistique, moderne, différenciante, audacieuse, extraordinaire, mais néanmoins un tout petit peu d'abord pensée dans un calendrier. Mais là, qu'est-ce qui va se passer en un mois? En un mois, vous aurez eu Christo, les illuminations des Champs-Élysées, et le 31 décembre, le spectacle de fin d'année. Donc, on voit bien qu'en un mois, il va y avoir 3 grands spectacles sur les Champs-Élysées. Donc, les Champs-Élysées vivent, les Champs-Élysées ont le cœur qui bat, les Champs-Élysées, véritablement, sont une vibration. Vous avez dû interdire la circulation des trottinettes là sur les Champs-Élysées. Il y avait trop de rodéos, c'est ça? C'est momentanément? Qu'il y ait... Non. Il faut apaiser les Champs-Élysées. Il y a un projet qui s'appelle Réenchanter les Champs-Élysées, qu'on veut mener avec la ville de Paris, qui consiste à rendre les Champs-Élysées plus attractifs, plus modernes, plus culturels, plus séduisants, Plus également sûr aussi. plus apaisés, plus pacifiés, plus sûrs. Exactement. C'est-à-dire que et ça passe par Et des ça se changements. passe bien avec la mairie de Paris? Ça se passe bien avec la mairie de Paris. On ne peut pas avoir... Il y a d'un côté les 180 adhérents du comité Champs-Élysées qui ont un certain nombre de demandes, qui sont des demandes d'accessibilité, de sécurité et de propreté. De l'autre côté, il y a une mairie de Paris qui dit « Travaillons ensemble, imaginons un programme. » Ce programme, on l'a calé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il débouche sur un cahier des charges qui permette de commencer les travaux juste après les Jeux Olympiques, parce que les commencer avant, on me dit « Mais pourquoi vous ne le commencez pas avant ?» Très franchement, on ne peut pas à la fois dire « Il y a des travaux partout » et commencer une œuvre qui, compte tenu de son ampleur, changer le mobilier urbain, changer le Ça va lampadaire. ressembler à quoi les Champs-Élysées? Ça va ressembler à quelque chose qui, sous l'égide de Philippe Chiambaretta, qui est un bon architecte, va être mis au débat, proposé. On a déjà un formidable cahier qui avait été présenté comme une exposition à l'Arsenal, qui a fait l'objet d'un film numérique absolument extraordinaire. On a déjà une première vue. C'est des Champs-Élysées plus beaux, c'est des Champs-Élysées plus modernes, c'est des Champs-Élysées réparés, c'est des Champs-Élysées rassurants, c'est des Champs-Élysées où on peut se promener, où on peut acheter, où on ne peut rien faire, où on peut rêver, où on peut aller dans les jardins. C'est des Champs-Élysées qui vont de l'obélisque de la Concorde à l'Arc de Triomphe. C'est des Champs-Élysées qui sont universels et qui sont agréables. Agréable, ce serait peut-être le mot qu'il faudrait garder. Alors Marc-Antoine Jammet, nous aimons bien chaque jour dans cette émission revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise qui a traversé les années, voire parfois les siècles. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire d'une entreprise que vous connaissez bien, puisque c'est elle qui illumine notamment les Champs-Élysées. Mais pas seulement, elle travaille aussi pour les grandes villes du monde depuis le Luberon. Et cette entreprise, c'est Blacher Illumination. Allez, on va tout de suite allumer les lumières. Europe 1, La France bouge, la saga. Que serait le mois de décembre sans les illuminations de Noël? Une période un peu triste. Heureusement, depuis plus de 45 ans, une entreprise française fait scintiller les places et les rues de nos villes et villages. Elle s'appelle Blacher Illumination et elle est leader de son secteur. Située à Apt, dans le Luberon, l'histoire commence en 1973 avec Jean-Paul Blacher, mais pas dans le sud de la France et encore moins avec des illuminations. Johan Hugues, PDG du groupe Blacher Illumination et neveu du fondateur. Faisait la sonorisation à l'époque des quinzaines commerciales avec les sonorisations, les animations commerciales dans les rues. Donc il a installé pour les commerçants de la ville de Brest des haut-parleurs et quand il était en haut de son échelle, le président des commerçants lui a demandé
la semaine prochaine quand tu démontes, est-ce que tu voudrais pas monter des guirlandes de Noël? Et il a dit oui, et ça a commencé comme ça. Nice, Lyon, Saint-Tropez, Blacher Illumination est très présent en France. L'entreprise illumine 70% des villes françaises pendant les fêtes de fin d'année. Contraintes techniques, architecturales, environnementales, chaque projet est différent. Et Johan Hugues, le dirigeant de l'entreprise, aime se définir comme architecte de la lumière. D'abord, c'est un projet global, une approche architecturale, c'est-à-dire que on prend un lieu, on découvre un lieu, on repère les endroits principaux, les rues principales, les places, les bâtiments importants, etc. Après, on fait un projet, on a des gammes, on a des collections, on a pas mal de, voilà, il faut trouver les couleurs qui plaisent, les thèmes. Aujourd'hui, le catalogue de Blacher Illumination est riche de plus de 50 000 décors, mais si les clients le demandent, les illuminations peuvent être fabriquées sur mesure. Et depuis sa création, l'entreprise ne cesse d'innover. Innover, c'est un peu dans notre ADN, parce que mon oncle a toujours été quelqu'un qui a axé son développement sur l'innovation. Fin des années 80, avec la découverte du fil lumière, qui aujourd'hui équipe nos décors. Après, il y a eu l'introduction de la LED, au début des années 2000, où on est un peu précurseur d'un usage généralisé global de la LED. Et maintenant, on a innové beaucoup sur la partie structure, c'est-à-dire qu'on fait des structures qui sont recyclables, biodégradables ou qui utilisent des plastiques recyclés issus des bouteilles, par exemple. Donc, on innove beaucoup là-dedans pour justement réduire notre empreinte carbone et être beaucoup plus vertueux à l'avenir. Blacher Illumination est présent partout dans le monde et notamment dans les plus beaux endroits, la 5e avenue de New York, Moscou, Dubaï. En tout, ce sont 1000 villes et 150 pays qui profitent de ce savoir-faire. Mais la réussite internationale de l'entreprise ne s'est pas faite en un jour. Il faut prendre son bâton de pèlerin, son catalogue, voyager. Tout ça, on l'a fait depuis toujours, dans cette culture un peu de conquérant. On a aussi une chance formidable, c'est d'être une entreprise française. Et aujourd'hui, le savoir-faire à la française s'exporte bien. Pour le passage en l'an 2000, c'est Blacher qui a fait scintiller la Tour Eiffel. Mais si vous avez raté ce moment historique, vous pouvez vous consoler en allant admirer les illuminations des Champs-Élysées. Cette année encore, l'entreprise illumine la plus belle avenue du monde. De quoi faire la fierté des 400 salariés du groupe Blacher et le bonheur des petits et des grands. Et il faut reconnaître que les illuminations des Champs-Élysées sont quand même très très belles et j'imagine que ce week-end va être un des plus gros week-ends avec ce Black Friday. Il va y avoir beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. On parle de tout cela avec Marc-Antoine Jamet, qui est le président du comité des Champs-Élysées et qui est notre grand témoin du jour. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil. Ah là là, ça fait quand même du bien, Carole, ces émissions où on parle de Noël, on parle de choses qui vont quand même plutôt bien. Et on parle de tout ça depuis le début de l'émission avec Marc-Antoine Jamet. C'est la France bouge, effectivement. Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Élysées. Vous allez pouvoir maintenant donner votre avis à l'occasion de ces trophées de l'avenir européen. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de nous convaincre, de vous convaincre là à la maison ou dans votre voiture. Ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour. Et puis bien évidemment, avec Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'entrepreneuriat. On attend encore une fois de plus ses conseils, ses idées, ses petites améliorations. Tout ça, c'est à découvrir. Allez, tout de suite. Bonjour Marine Durand. Bonjour Carole, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous habitez en région parisienne, vous avez vécu 2 ans à New York et vous faites partie de ces gens qui travaillaient dans la restauration puis qui avec le Covid ont décidé de changer de vie, de créer leur propre entreprise. Alors vous avez gardé le goût de la gastronomie, vous avez lancé l'Idéaliste, vous allez tout nous expliquer, vous avez 1 minute pour ça. Avec grand plaisir. Alors effectivement, j'ai passé 2 ans à New York, je travaillais dans l'événementiel, j'ai toujours été une grande passionnée d'hospitalité et de restauration et il y a 1 an maintenant, j'ai fondé l'Idéaliste. Donc l'Idéaliste aujourd'hui, c'est une épicerie omnicanale, donc avec un site internet et un site physique pour les particuliers et les professionnels, sur lesquels vous pouvez venir faire vos achats d'épicerie, sucrés, salés, boissons, caves, et soit de manière individuelle, soit sous forme de coffret. Donc tous les produits qu'on a chez nous, c'est des produits que j'ai sélectionnés attentivement personnellement sur plusieurs critères. Le Made in France, donc tous les produits sont fabriqués en France, sur avec un cahier des charges de l'étiquette assez précis, avec le moins de conservateurs, d'additifs et d'arômes. Et enfin, artisanaux. Donc voilà, je travaille avec des artisans qui utilisent un savoir-faire ou des matières
matières premières spécifiques. Et enfin, le dernier critère, c'est le goût. En fait, on goûte tous nos produits, donc ça, c'est la partie un peu sympa du métier. Le plus important. Bravo en tout cas pour ce pitch, Marine. Alors moi, mon job, c'est généralement de donner les prix. Là, c'est compliqué parce que ça va un peu du simple au quadruple, mais ça commence à 2 €, m'a-t-on dit. Ça va jusqu'aux alentours de 40 € parce que votre concept, pour le moment en tout cas, vous dites j'essaye de faire le moins de marge possible pour essayer de mettre en avant ces produits et pour que ça reste accessible. Exactement. C'est ça aussi l'idée ? Mon but, c'est de démocratiser le bien manger. Le moins de marge, en fait, mon premier but, c'est pas de faire du profit Depuis le début, je suis en autofinancement, donc c'est moi qui finance mon projet. Je me développe au fur et à mesure du succès, au fur et à mesure que les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, nous font confiance. Mais là, je crois que vous avez dit à notre équipe, s'il y avait une petite levée de fonds et des investisseurs, je serais pas contre. Exactement. Le but, en fait, c'est de développer... Ah bah attention, Oyez. je vous rappelle qu'avec votre place, là, vous pourriez être amené à mener quelques euros quand même, Marc-Antoine Jamais. 25 ans, New York, et plein d'imagination, comment ne pourrait-on pas céder à ce de fonds ? C'est très gentil, je le prends comme un compliment. Non, l'idée, en fait, aussi, je base le projet sur 3 valeurs. Déjà, c'est l'engagement. J'ai lancé ce projet parce que je pense que les distributeurs, aujourd'hui, ont une vraie place à jouer dans la chaîne de consommation. C'est pas seulement au consommateur final ou au producteur de faire attention à ce qu'on met dans le produit ou à ce qu'on consomme sur l'étiquette. C'est aussi aux distributeurs de se porter garant des produits qu'on sélectionne. Et aujourd'hui, les gens viennent chez nous parce qu'ils nous font confiance. Alors Marine, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces, mais peut-être aussi ses faiblesses ou des points d'amélioration. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Marine, bonjour Emmanuel. Coucou. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du projet de Marine ? Super. Déjà, chaque produit est bien présenté. On sent que ça vous fait plaisir en fait de le vendre et en plus, effectivement, les prix sont raisonnables. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais bravo pour les coffrets qui sont basés sur la personnalité de la personne qui va le recevoir. C'est assez original. Et puis, on sent que c'est important pour vous de mettre en valeur vos partenaires et vous le faites vraiment bien. Alors, pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. En fait, on sent que vous avez envie de proposer beaucoup de choses et du coup, vous avez une originalité avec les coffrets basés sur un trait de personnalité, mais vous atténuez cette différence en proposant des coffrets beaucoup plus basiques autour d'un produit ou d'un thème. Gardez votre différence avec vos coffrets personnels. En fait, c'est juste une histoire de mots, mais ça fait la différence. Puis je le dis souvent, mais vous n'êtes pas la seule à proposer une épicerie de produits sains, français, etc. Toujours ce fameux objectif de différenciation. Alors en lisant vos articles de blog, les présentations de vos partenaires, vos descriptions de produits, etc. J'ai l'impression sont bien faits, par ailleurs. Ah, super. Ouais. Et les vidéos aussi, vraiment. J'ai l'impression que tous vos partenaires, en fait, ont de jolies histoires de vie, des entreprises qui durent depuis plusieurs générations ou des reconversions improbables, et qu'en fait, vous choisissez des hommes et des femmes plutôt que des produits. Et donc, vous parlez aussi d'ailleurs d'une communauté d'idéalistes. Bref, on sent que vous voulez créer une équipe de partenaires qui ont tous envie de faire plaisir aux consommateurs. Donc, je me demande en fait si plutôt que vous appelez l'épicerie de produits sains, vous ne seriez pas l'épicerie des artisans et producteurs extraordinaires. Merci beaucoup pour cette belle analyse parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. D'ailleurs, quand je présente l'idéaliste, en général, mon pitch, c'est on est un distributeur d'histoire et de savoir-faire. Quand je présente un produit, je présente d'abord la personne qui l'a fait. Là, autant de génie, j'ai un coffret juste sous les yeux, autant de génie. C'est Mathieu et Cécile, je leur fais un coucou, qui ont retapé une grange il y a 3 ans de ça, qui sont avec leur équipe de 8 personnes, qui travaillent au chaudron. Pour le nougat sous les fraises, c'est une ferme urbaine sur les toits de Paris, au-dessus du BHV et de plein d'autres toits de Paris, et ils font leur miel, leurs aromates. Je connais tous mes artisans, je les sélectionne avec passion et mon but, c'est pas simplement de devenir un simple revendeur. Je veux vraiment être un partenaire et c'est vrai que depuis le début, c'est vraiment l'essence du projet, c'est de créer des liens et de redonner un sens à tout ça, à cette distribution, à la consommation. Et ça plaît aussi aux entreprises parce que je crois que vous avez réussi à trouver pas mal de contrats avec des entreprises. Je crois que vous avez même dit à notre équipe, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui parce que ça m'a aidé à passer ces temps un peu compliqués. Exactement. On est en pleine crise sanitaire, donc il ne faut pas se le cacher. Aussi, je suis en autofinancement depuis le début, donc j'ai pu apporter certains fonds, mais les entreprises, c'est ce qui nous permet aussi de créer des contrats un peu plus grands que juste faire de l'individuel. Donc, bravo. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Marc-Antoine Jamais, vous êtes donc le président du comité des Champs-Élysées. Je le vois bien dans vos yeux que vous êtes touché comme nous par ce qu'explique Marine. L'idéaliste, c'est la quintessence du Made in France et c'est l'intelligence de son projet. Qu'est-ce que c'est le Made in France ? C'est 4 choses. Très vite. L'authenticité. L'authenticité, vous l'avez redit de vous-même. Un nom, une date, un lieu. On sait d'où ça vient et ça crée la confiance. C'est la deuxième chose, c'est la performance.
la créativité, l'innovation. Et évidemment, ce qu'on voit l'est. Et puis, l'environnement, la certitude qu'on respecte la planète. Et enfin, une dernière chose, la sécurité du consommateur. Sécurité du consommateur, environnement, créativité et authenticité, c'est l'idéaliste. Et en plus, tout compris, l'individualisation. On sort d'une période de confinement. Do it yourself. On est tous redevenus des individus. On s'est préoccupé de nous-mêmes. Et donc, de dire à chacun qu'il est une personne, qu'il est un être humain, qu'il est unique et en même temps universel, ben voilà, c'est ce qu'elle fait. Et elle le fait à travers des produits, en plus, qui sont les points forts de la France. Il y a une culture, il y a une histoire, il y a une profondeur, il y a un avenir, il y a une envie, il y a un enthousiasme. Une très jeune fille qui parle du temps de Génie. Génie, j'ai cru comprendre, je suis le patron du jardin d'acclimatation. C'est un tout petit peu la femme de Napoléon III. Eh bien, on a Napoléon III à côté de nous et une jeune fille qui regarde le 21e siècle dans ce qu'il a de plus numérique et de plus fort. Un C'est petit extraordinaire. conseil à lui donner à Marine? De rester comme elle est. Parce que quand elle parle, on a envie d'y croire, on a envie de la suivre et on a envie de voir les produits qu'elle fait. Et puis de suivre le nom de son entreprise, parce que quand on est entrepreneur, faut être un peu idéaliste. Formidable. Bravo en Et tout cas. elle l'est restée. Et ce qu'elle a dit sur sa volonté d'abord de progresser et ensuite de se financer est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci Marine Durand. Merci beaucoup. On peut découvrir donc vos produits sur le site idéaliste.store. L'idéaliste.store. Ouais, et pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de E à idéaliste. Hein, c'est important pour ceux qui seraient amenés à vous chercher sur Internet. Un grand merci effectivement à vous. Merci également à vous, Merci Nathalie à vous. Carré. On vous retrouve dès lundi. Et si vous aussi voulez venir présenter votre entreprise, eh bien c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge. Et nous sommes toujours avec Marc-Antoine Jammet, le président du comité des Champs-Élysées. Vous êtes notre grand témoin du jour et on vous garde avec nous jusqu'à 14h. Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil. Ah là là, ça passe chaque jour trop vite et encore une fois de plus en ce vendredi, c'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge, toujours avec Marc-Antoine Jammet, qui est le patron du comité des Champs-Élysées. Et nous sommes avec Fabien Méaudre. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces Français qui ont osé sauter le pas. Vous étiez manager chez McDo. Vous vous êtes rendu compte que la restauration, c'était pas tellement votre truc. Et là-dessus, s'est rajouté le Covid. Et c'est là qu'est arrivé le déclic, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon, ça date un peu, c'était il y a 13 ans, mais c'est une reconversion professionnelle, oui, dans un autre secteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas ? C'était un concours de circonstances parce que j'étais dans une entreprise qui mettait la clé sous la porte, donc je me suis retrouvé au chômage. Donc c'est vrai qu'il y avait cette garantie d'avoir des allocations pendant quelques temps, donc ça vous aide quand même à vous lancer, c'est rassurant. Et puis depuis très longtemps j'avais une envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie dans mon travail, et donc j'avais très envie de monter ma boîte, et puis j'ai trouvé cette idée produit et je me suis lancé là-dedans. Alors justement, au départ, vous avez voulu créer une marque de savon et puis vous vous êtes rendu compte que fabriquer des savons, ça n'était pas si simple. Oui, il y avait. C'était aussi une envie. C'était conjugué à une envie de faire un travail manuel, en fait, de vraiment travailler avec mes mains, de pas être juste derrière un ordinateur, de créer un concept, de travailler que sur le marketing. Donc il y a eu l'envie de créer une structure. Et effectivement, je me suis retrouvé à devenir artisan commerçant. Et donc ça rajoute quelque chose quand même au travail de commerçant et de Mais chef à ouvrir d'entreprise. votre propre labo aussi. Voilà, c'est ça, oui. Et en plus, vous avez fait une formation de savonnier, parce que certes, vous vous êtes dit c'est peut-être ça la bonne idée, mais il faut vraiment que je sache le faire. Oui, je pense que c'est quand même important quand même d'acquérir des connaissances. C'est pas forcément obligatoire, mais je pense que c'est mieux, c'est rassurant pour soi-même aussi d'avoir les connaissances avant de se lancer. C'est quand même un secteur qui est très réglementé, donc on peut trouver beaucoup de choses sur Internet, mais dans n'importe quel domaine, d'être formé, d'apprendre d'autres gens, c'est quand même la base. Alors, je crois qu'au début, vous vouliez pas forcément lancer votre propre labo. Vous vous êtes dit, là, j'ai pas le choix, je suis un peu obligé. Vous êtes pas dit d'un seul coup, est-ce que c'est pas un défi trop difficile à relever ? Oui, en fait, j'ai commencé en sous-traitance, donc c'est quelqu'un d'autre qui fabriquait mes produits pour moi. Moi, je m'étais concentré sur la création de la marque, des produits et de la création de l'entreprise. Et effectivement, j'ai préféré faire ça en 2 temps parce que ça m'a permis de tester un peu mon idée, de voir s'il y avait quand même un potentiel avant d'investir dans un laboratoire, du matériel, de changer un peu de structure. Donc, c'était une manière d'y aller, en 2 étapes, quoi.
Ouais. Marc-Antoine Jammet, je rappelle que vous êtes le président du comité des Champs-Élysées. Alors vous changez de vie, je ne sais pas si ça vous vient de temps en temps à la tête, vous êtes déjà tellement de vie en une, parce que rien que depuis le début de l'émission, j'ai noté que vous étiez... Oui, j'ai noté que vous étiez président du jardin d'acclimatation, j'ai entendu que vous dirigiez le pôle immobilier de LVMH, je sais que vous êtes secrétaire général de LVMH, vous êtes maire également d'une ville de 15 000 habitants. Est-ce que finalement vous changez de vie plusieurs fois dans la journée ? C'est indispensable. Ça, je crois qu'on essaye tous de le faire. D'abord d'être collectif et d'être individuel, d'être public et d'être privé, d'être tourné vers les autres ou d'être tourné vers soi-même. C'est ça qui fait l'équilibre d'une vie. Parfois, ça fait la complexité d'une vie, l'organisation d'une vie. Mais je trouve que c'est important. Je pense, alors là, à titre personnel, que toute personne qui a des fonctions dirigeantes ou des fonctions d'entreprise ou des fonctions d'économie devrait aussi avoir une partie de son temps, et beaucoup le font, dans du mécénat. Moi, je suis heureux d'être dans une entreprise qui anime la Fondation Louis Vuitton. Je trouve que c'est la part de retour qu'on donne à Paris à la France avec l'exposition Morozov en ce moment. Je pense que je vois beaucoup de gens qui s'engagent dans un travail associatif. C'est ça l'équilibre d'une vie. C'est-à-dire on ne peut pas être aujourd'hui, et puis d'abord, ça devient l'impossibilité d'une vie. On ne peut plus être aujourd'hui tourné uniquement vers un seul but. On va changer tout au long de la vie et on va même changer tout au long de la journée parfois. C'est compliqué, mais peut-être que c'est cela l'équilibre, c'est-à-dire faire des choses différentes et un tout petit peu penser à soi aussi. Merci Fabien Méaudry. S'appelle comment vos savons, on les trouve où ? Alors ça s'appelle Le Baigneur et on les trouve à Paris, donc dans le 11e rue de la Folie-Méricourt au numéro 5, sur Internet, et j'ai tout un réseau de revendeurs en France, en Europe et dans le monde. Très bien, merci à vous d'avoir été avec nous et merci à notre grand témoin du jour, Marc-Antoine Jammet, le président du comité des Champs-Élysées. Emmanuel, on se retrouve lundi. On va parler de l'INPI qui s'occupe de tous les brevets en France. Comment justement on arrive à garder ces brevets? Est-on toujours aussi innovant? Ce sera la une lundi. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.